Accord, désaccord avec Guillaume Durand. Bonjour mon cher Luc, on va passer un petit peu de zapping ce matin. Commençons par François Baroin, d'ailleurs qui est complimenté par Nicolas Sarkozy dans son livre. Mais nous ne parlons pas que de livres, évidemment, avec vous. Nous allons parler de la semaine qui est écoulée. Voici ce que dit François Baroin qui a lu l'ouvrage. Il m'a fallu du temps pour passer de l'homme que j'étais au président. Il explique ses situations personnelles. Certains diront, et ceux qui le détestent, c'est impudique. D'autres pourront y lire une forme de sincérité, de clé de compréhension du pourquoi le Fouquet's, pourquoi le yacht, pourquoi tout cela. Son mandat a été dominé par une crise sans précédent qui permet aussi de lire les difficultés de mettre en place les engagements qu'il avait pris devant les Français en 2007. Bruno Le Roux sur Europe 1 ce matin, il n'y aura pas de mention, et ça on vient d'apprendre, de la binationalité dans la Constitution. Je pense qu'il n'y aura pas de référence dans la Constitution à la question de la binationalité. Quand on touche au terrorisme, on touche au code pénal et pas au code de la nationalité. Et donc les débats plus ou moins sincères qu'il y a depuis quelques semaines, disant que l'on voudrait faire des distinctions entre les Français, qu'on voudrait toucher à la nationalité, ils n'existent pas. Voilà donc ces propos de Bruno Le Roux qui annonce donc qu'il n'y aurait pas de mention de la binationalité dans la Constitution, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas mention de la binationalité dans la loi elle-même. Voilà donc pour les informations de la matinée. Mon cher Luc, avant de commencer par le livre, parlons un petit peu d'autre chose, qu'autrement on aura l'impression de donner une tonalité monocolore à nos conversations et à l'ensemble de la matinale de Radio Classique qui se veut justement plurielle. Je sais que les livres sur le bonheur qui sortent actuellement, ceux par exemple de Mathieu Ricard et de ses co-auteurs, comment puis-je dire, vous portent sur les nerfs. Ce sont des gens que j'aime bien, mais je pense qu'ils se trompent sur un point qui pour moi est absolument crucial. Vous n'allez pas nous flinguer le bonheur ce matin. Si, j'ai toujours trouvé que l'idée de bonheur était l'idée la plus absurde de l'histoire de l'humanité. Donc Nous cherchons tous le bonheur, mais c'est un vrai paradoxe puisque nous sommes absolument incapables de définir ce qui nous rendrait heureux. Que ce soit le succès, que ce soit l'amour, que ce soit l'argent, que ce soit tout ce que vous voulez. Tout ce qui nous rend heureux peut nous rendre malheureux. L'exemple de l'amour est le plus frappant. Quand on est fou amoureux, qu'on aime quelqu'un, on y pense dans sa douche, dans son bain, dans le métro, dans le train, dans l'autobus, dans l'avion, où vous voudrez. Mais évidemment, quand on prend un râteau, comme on dit vulgairement, quand on subit un deuil, quel qu'il soit, que la personne aimée disparaît, qu'elle meurt ou qu'elle nous quitte, eh bien, on est dans le malheur absolu. Donc, tout ce qui nous rend heureux peut nous rendre malheureux. Mais c'est pas le point essentiel. Le point essentiel dans ces philosophies du bonheur, que ce soit Frédéric Lenoir, que ce soit, citons-les, parce que c'est pas à peine de faire comme si on ne les avait pas lus. Moi, je les ai lus. Que ce soit Jolien, que ce soit Christophe André et la psychologie positive. Je mettrais Mathieu Ricard tout à fait à part parce que lui, c'est un moine. Et c'est un moine, et c'est très important. Pourquoi ? Parce que justement, quand on est dans le siècle, comme on dit, quand on vit dans la vie non monacale, comme vous et moi, quand on a une famille, quand on a des enfants, alors le bonheur, si tant est qu'il existe, il est toujours provisoire. C'est pour ça que moi je parle pas de bonheur. Je crois qu'on a des moments de joie plutôt que de bonheur. Bon, mais si tant est qu'il existe ou qu'on ait des plages de sérénité, c'est en vérité 1000 fois plus lié aux autres qu'à soi-même. Le bonheur dépend essentiellement, quand on est dans le siècle, de ceux qu'on aime. Si les gens que vous aimez sont malheureux, s'ils sont malades, s'ils meurent, vous ne pouvez pas être heureux. Et donc je pense que la grande illusion de ces marchands de bonheur, si je puis dire, c'est de faire croire aux gens que leur bonheur ne dépend que d'eux-mêmes, que c'est uniquement un état intérieur, comme le dit Frédéric Lenoir. On peut être heureux même dans un monde malheureux, on peut être heureux par soi-même. Je pense que l'environnement international et l'environnement français n'a jamais été en gros pire. Mais personne n'est heureux. Donc si vous voulez, les gens se ruent sur une sorte de remède. Oui, exactement. C'est un contrepoison. C'est l'annus horribilis cette année, c'est l'année la plus noire que probablement depuis la guerre, à cause de ces événements atroces qu'on a connus, mais aussi parce que la courbe du chômage ne s'est pas inversée, parce que nos politiques ne sont pas très crédibles, qu'il y a une crise de la représentation politique. Et puis, encore une fois, ces événements du Bataclan nous ont quand même mis le moral à zéro. Bon. Et donc, on a une année épouvantable et un succès incroyable des livres sur le bonheur. Et puis, je pense que ces livres sont dangereux. Il faut les prendre avec beaucoup de précaution parce que toutes les enquêtes de terrain, il y en a beaucoup, vous savez, aux États-Unis, il y a des enquêtes de terrain sur les gens qui cherchent à tout prix le bonheur, qui s'engagent là, ouvrez les chakras, souriez 3 fois par jour, faites ceci, faites cela, les exercices de sagesse,
sagesse, lisez les grands textes bouddhistes, lisez les stoïciens, les sagesses anciennes, etc. Bon, le taoïsme, bon, tout ça revient en force, mais les enquêtes empiriques montrent que plus les gens cherchent le bonheur, plus ils sont malheureux, parce que c'est une idée déceptive, c'est une idée décevante par essence. Sauf si vous vivez la vie monacale d'un Mathieu Ricard. J'ai beaucoup de respect, beaucoup d'estime et d'admiration pour Mathieu Ricard, mais encore une fois, il vit pas dans le 6e arrondissement de Paris. Quand même des gens, quelle que soit d'ailleurs la religion à laquelle ils appartiennent, sont quand même des gens minoritaires dans la société. Bien sûr, c'est pour ça que je pense que c'est une sorte de conversion personnelle. Bien sûr. Et je pense que ce qui vaut pour lui ne vaut pas pour vous ou pour moi. Ce qui vaut pour lui ne vaut pas pour quelqu'un qui a une famille, parce que il peut en effet profiter de ces messages de sagesse lui-même, parce qu'il a une vie monacale, il n'a pas d'enfant. Moi, si un de mes enfants est malade, s'il meurt, s'il a un accident, je vous garantis que je me réveillerai le matin en me disant que le bonheur est une blague. Moi, j'aime bien la définition que donnait André Comte-Sponville du bonheur. Il disait que le bonheur, en fait, c'est simplement quand le matin, quand on se réveille, on n'exclut pas la possibilité de la joie qu'elle peut venir dans la journée. Le bonheur, c'est la possibilité de la joie, je dirais. C'est pas plus, ça ne peut pas être plus que ça. Et c'est de toute façon éphémère, provisoire. Et si vous ne le savez pas, ça va vous rendre fou. Voilà. Donc je pense que ces livres sont intéressants, mais il faut quand même s'en méfier. Il faut prendre beaucoup de distance par rapport à eux. Nicolas Sarkozy, La France pour la vie, le livre sort ce matin. Chez Plon, d'abord, est-ce qu'il a eu raison de l'écrire? Ah oui, certainement. Moi, je pense que c'est pas inintéressant de faire enfin le bilan, de dire voilà, j'ai raté ci, j'ai raté ça, voilà, puis qu'il explique aussi la manière dont il a conduit son quinquennat, les raisons aussi personnelles pour lesquelles il s'est planté ici ou là. Oui. Les gens disent au fond. Ah oui, c'est à double tranchant. Ça, je dis pas que ça va lui rendre service, mais il a eu raison de l'écrire. En tout cas, il a parfaitement le droit de le faire. Sollicité, point positif, et justement regret, voire erreur. Est-ce que c'est pas pointer finalement les arguments qui seront répertoriés par les autres pour l'attaquer? Oui, c'est en effet c'est l'objection qu'on peut faire à ce livre si on se place d'un point de vue tactique, stratégique. Hein, c'est autre chose. D'un point de vue tactique, de toute façon, l'expérience prouve. Notre ami Guillaume Tabar le disait tout à l'heure, qu'on peut très bien avoir un succès de librairie formidable et ne pas être pour autant élu candidat à la primaire. Bon, regardez la situation de François Fillon. Son programme est très bon, son livre a fait 50 000 exemplaires et néanmoins il n'est pas classé premier dans les sondages. Donc un succès de librairie ne veut pas dire un succès politique. Mais encore une fois, Nicolas Sarkozy est quelqu'un qui a énormément de talent, c'est un homme extrêmement intelligent, il a des qualités qui sont aussi grandes que ses défauts, ce qui est évidemment assez considérable, parce qu'il a encore une fois un talent extraordinaire, donc il a tout à fait raison. Peut-être il aurait dû le faire plus tôt, ça, il aurait dû le faire tout de suite, mais c'est difficile à faire. Alors la question évidemment qui est posée ce matin, tous ceux qui le défendent, ont entendu François Baroin et tout à l'heure Henri Guénaud, considèrent à la fois qu'ils descendent Nicolas Sarkozy et son quinquennat, c'est de dire on a sous-estimé ou on sous-estime encore le poids des crises qu'il a eu à affronter pour juger avec une certaine forme de sérénité les résultats. Je sais que vous avez toujours eu un point de vue différent là-dessus. Et puis l'autre aspect, c'est le glissement d'une génération, c'est-à-dire des gens qui ont en gros notre âge, dans une certaine forme de politique qui intégrerait l'intimité, ce qui n'a jamais été le cas du général de Gaulle. Ou alors même quand l'intimité était extrêmement présente avec François Mitterrand, elle était totalement dissimulée parce que les médias n'avaient pas la même force qu'aujourd'hui. Donc première question, la crise. Deuxième question, la politique comme exercice aussi d'intimité, d'introspection. Oui. Non, les deux questions sont très, si je peux me permettre, elles sont excellentes. La crise est un très mauvais argument parce que ça se renverse immédiatement. C'est précisément parce qu'il y avait la crise, cette fameuse crise de la dette souveraine importée des États-Unis, qu'il fallait faire les réformes. Il fallait supprimer les 35 heures, il fallait supprimer l'ISF. Enfin, en tout cas, si on se place du point de vue de la droite, l'argument, c'est qu'il a fallu conforter les pouvoirs d'achat des Français. Non, c'est pas un bon argument. Il fallait tenir les deux bouts de la chaîne. Il fallait tenir les deux. Mais de toute façon, si on voulait augmenter le pouvoir d'achat des Français, il fallait de toute façon réduire les déficits publics. Bon, donc ça, personne ne peut dire le contraire. Hein. Certainement pas Emmanuel Macron ou Manuel Valls. Et donc, a fortiori à droite. Donc, il fallait faire des réformes structurelles qui n'ont pas été faites. Ça a été un quinquennat pour rien. Bon, et donc l'argument de la crise est stupide. Il est même particulièrement idiot, puisque c'est justement parce qu'il y avait la crise qu'il fallait réduire les déficits publics, réduire le millefeuille territorial, faire un point de TVA social, etc., réduire le nombre d'élus. Enfin, tout ça était parfaitement faisable en période de crise. Et d'ailleurs, sur un certain nombre de... Sauf que lui, il explique qu'il y a une sorte de compression du quinquennat qui fait que quand vous avez à régler deux crises, plus mener les réformes intérieures, finalement, le temps vous manque. Non, c'est pas si on fait les choses tout de suite. Comment ? Non, justement, pas si on
on fait les choses tout de Oui, suite. il pouvait pas s'attendre avant même que ça ne démarre que les crises interviendraient. Oh, et la écoutez, crise de l'euro, la crise des subprimes, elle est là aux États-Unis, elle commence en 2001, 2002. Donc il suffisait d'écouter n'importe quel économiste un peu talentueux pour savoir que. Alors là, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que si, quand on arrive à la présidence de la République, à l'Élysée, on n'est pas prêt, si on ne sait rien de ce qui se passe dans l'économie, et c'est quand même un vrai problème pour Hollande et pour Chirac et pour Sarkozy. Bon, ce ne sont pas des économistes, c'est pas leur sujet. Mais si on arrive à l'Élysée totalement innocent sur ces sujets-là, c'est irresponsable. C'est irresponsable. Donc l'argument de la crise, non, franchement non. L'argument de l'intimité, c'est différent parce qu'on ne vit pas à l'époque du général de Gaulle. On a des vies amoureuses, on a des vies de famille, et le président de la République a lui aussi une vie amoureuse, une vie de famille. Alors il n'a pas à nous embêter avec ça, c'est bien clair. Il n'a pas à nous imposer ses soucis parce que chacun d'entre nous a les siens et on vote pas pour un président de la République pour qu'il nous parle de ses ennuis. Mais enfin, j'ai pu le voir de près. On se voyait très souvent à l'époque, on se voyait quasiment, enfin en tout cas plusieurs fois par semaine. Bon, et donc j'ai pu voir de près qu'en effet sa vie personnelle, sa vie privée, dont je ne dirais rien, mais simplement elle a été tellement bouleversé que évidemment c'était même physiquement lors du débat avec Ségolène Royal en 2007, oui. Le matin du débat, il est confronté à une demande de divorce de son épouse. Voilà, et puis il y a eu cette une de Paris Match, tout ça, et ça pour le coup, moi je le comprends. Je pense qu'un président de la République n'a pas à nous embêter avec ça, mais on peut pas le mettre de côté. On peut pas dire ça n'existe pas. On peut pas dire. Et ça l'a bouleversé. Très ambigu. Et ça explique le bateau. Par exemple, moi je me souviens qu'il m'a appelé quand il était sur le bateau de Bolloré. Bon, il m'a appelé là en me disant, tu vois, je suis avec Cécilia, ça va bien, etc. Et je vois que c'était en fait plus important pour lui que peut-être d'avoir un programme économique bouclé. Et donc c'est des choses moi que je peux comprendre, même si on peut le critiquer aussi. On peut dire le président de la République, quand il vient d'être élu, qui nous parle pas de sa vie privée. Mais en même temps, on peut pas non plus en faire abstraction objectivement. Je veux dire, psychologiquement, ça existe. Si on veut réfléchir par rapport à ça, c'est de se dire au fond, il y a une sorte de décalage parce que disons que depuis la présidence Kennedy aux États-Unis, on voit que il y a une certaine forme d'intrusion de la vie publique et de la vie privée. C'est inévitable. C'est inévitable. Oui. Sauf qu'on a l'impression qu'en France, les gens sont assez hypocrites. C'est-à-dire que d'un côté, ils vont se précipiter sur son livre ou d'autres livres, et de l'autre côté, ils ont toujours l'envie improbable ou totalement dépassé de récupérer à la présidence de la République une sorte de moine soldat qui ne gagnerait pas d'argent, qui n'aurait pas ces problèmes-là et qui n'en parlerait jamais. Oui. Mais je pense que là, c'est comme toujours. La solution est dans le raisonnable, elle n'est pas dans le tout ou rien. Bon, et donc c'est vrai que quand Nicolas déclare Carla et moi c'est du sérieux, il faut pas faire ça. C'est devant. Les journalistes sont pas des gens qui sont gentils et qui vont lui envoyer des fleurs. Bon, donc il faut éviter ce genre de choses. Il fallait éviter le Fouquet, il fallait éviter le yacht de Bolloré. Tout ça, ce sont des erreurs. Mais ce sont des péchés véniels, si je puis dire, et ça peut se comprendre. Tandis que ne pas être au point sur l'économie, non. Ça, et dire la crise m'a empêché de faire... Non. C'est parce qu'il y avait la crise qu'il fallait faire le boulot. Il n'a pas été fait. Et donc, je pense que c'est pas ce livre-là de Nicolas Sarkozy qui m'intéressera le plus. Ce que j'attends, c'est le livre qui devrait être tout petit, qui devrait faire 50 pages et pas plus, où il exposera son programme. Moi, c'est ça que j'attends, parce qu'il suffit pas de dire je me suis trompé, donc maintenant j'ai raison. Non, il faut dire je me suis trompé sur tel ou tel point, et voilà maintenant ce que je vais faire pour corriger le tir. Et c'est ça que j'attends plus que ce livre-là, évidemment. Nicolas Sarkozy, La France pour la vie, le livre est publié aux éditions Plon. Nous étions comme tous les lundis avec Luc Ferry, car vous savez que sur l'antenne de Radio Classique, le lundi c'est férié. Il est 8h56, dans un instant la bourse.